On va commencer donc par une devinette. Pour les amoureux du bricolage et du jardinage, c'est un site désormais incontournable. Elle fait partie des startups françaises qui se développent à toute vitesse. On l'appelle souvent le Amazon du bricolage. Et si ça ne vous dit toujours rien, eh bien je suis certain que vous avez déjà entendu ça. Bonjour Stéphane Priolet. Bonjour Antoine. Vous êtes le CTO de ManoMano. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc ManoMano, c'est une place de marché créée en 2013 qui rassemble aujourd'hui 10 millions de références produits et héberge plus de 3600 marchands. Chaque mois, depuis un an, plus de 50 millions de personnes visitent le site et l'appli ManoMano. Tout ça en 8 petites années d'existence, c'est déjà quand même pas mal, Stéphane Priolet. Ah, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge et le Covid, la crise du Covid, la pandémie du Covid nous a fait accélérer. On a gagné pratiquement un an à cause ou grâce au Covid. Alors quand est-ce qu'a commencé, vous, votre histoire avec ManoMano ? Moi, j'ai rejoint ManoMano en octobre 2018 avec pour objectif de scaler l'équipe tech. C'est-à-dire, on sait depuis un certain temps, ManoMano grossit chaque année. Une croissance forte et exponentielle depuis 2013. La croissance est arrivée tout de suite dès 2013 ? Ça a monté d'un coup, il y a eu vraiment, au fur et à 3-4 ans qui sont un peu difficiles au début, et puis ça monte tout d'un coup. Comment ça s'est passé ? Non, en fait, ce qu'ont fait les fondateurs et les équipes, ils ont su se positionner sur un marché qui était vierge, le bricolage. Ça a vite pris, et l'accélération, dès la deuxième année, a été fulgurante. Okay. Chaque année, on doublait au niveau du business volume d'affaires. Preuve qu'il y avait un marché et qu'il ne se passait rien en fait en numérique, digitalement parlant, sur l'aspect bricolage en fait. Tout à fait. Ils sont rentrés dans la brèche du bricolage et la croissance est arrivée avec. 2018, donc vous arrivez chez ManoMano et là on vous demande quoi ? Alors, on me demande assez simple, on me dit voilà Stéphane, on a une croissance qui double chaque année. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau tech ? Comment il faut organiser la tech, comment il faut organiser la plateforme pour suivre cette croissance, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Vous étiez où avant de rentrer chez ManoMano ? Pourquoi ils sont venus vous chercher, vous ? Je réfléchissais un peu à mon parcours professionnel, et en fait je me suis rendu compte que j'ai toujours travaillé dans des scale-up. J'ai commencé chez Eurosport, une chaîne de télé, mais dans les nouveaux médias, et on a scalé en termes de croissance au niveau d'Internet à l'époque. Après j'ai rejoint Cdiscount. Quand je suis arrivé chez Cdiscount, on était 14 à la tech. 9 ans plus tard, on était plus de 300. Ouais. Donc il a fallu scaler avec la mise en place d'une marketplace, etc., etc. Suite à mon expérience chez Cdiscount, on m'a proposé de faire la même chose dans une société espagnole. La société s'appelle Privalia, elle a été rachetée depuis par vente privée. J'avais le même challenge, c'est-à-dire comment scaler l'entreprise, suivre la croissance et se préparer aussi au marketplace. J'ai vu que j'avais monté une marketplace chez Cdiscount, j'ai fait la même chose chez Privalia et avec ce côté international qui m'intéressait davantage puisque Privalia, c'est basé à Barcelone, mais ils sont à la fois en Espagne, en Italie, au Brésil et au Mexique. Donc c'est une culture vachement internationale et que j'ai voulu retrouver chez Privalia. À la suite de ça, j'ai Philippe de Chanville, un des fondateurs de ManoMano, qui m'a appelé, qui m'a dit « Voilà Stéphane, ManoMano a pris un essor, on croît chaque année, on double chaque année. Moi je pense qu'il faut préparer la plateforme pour aller encore plus haut. Et est-ce que tu veux nous rejoindre au sein de ManoMano pour scaler la plateforme technique ? Vous connaissiez avant ou Non, on ne se connaissait pas. Comment il a on avait des contacts communs. Ok. Et je pense que le contact commun a donné mon nom. On a d'abord échangé. Je lui ai donné quelques conseils sur ce qu'il fallait faire pour scaler une plateforme, une organisation. Et au fur et à mesure, j'ai été convaincu du projet. À la fois ce qu'il fallait faire et l'impact que je pouvais avoir et l'impact que la tech pouvait avoir sur ManoMano et aussi le projet d'entreprise avec les valeurs qui m'intéressaient, que je trouvais hyper intéressantes. Et j'ai voulu continuer à travailler avec des personnes qui étaient inspirantes et qui pouvaient me donner cette vision et donc avoir un impact sur la société. Et c'est ce qui s'est passé chez ManoMano. Tout de suite, vous avez rencontré les fondateurs et puis travaillé avec eux. Exactement. Moi, le monde du bricolage, je ne le connaissais pas. Je venais à la fois du Cdiscount, qui était plutôt un généraliste, et après chez Privalia, qui était plutôt du prêt-à-porter. Le monde du bricolage qu'on peut croire pas sexy au début,
parce que c'est du bricolage, mais il y a un éventail de choses à faire dans le bricolage qui est énorme. Pourquoi le côté scale-up vous attire tant, le côté start-up, en fait, vous n'aimez pas démarrer de rien? Alors, j'ai pas eu l'occasion de démarrer de rien, mais pourquoi pas une start-up? Mais à un moment, ce qui est sûr, c'est ce que j'aime bien dans la scale-up, c'est avoir l'impact. C'est des entreprises en mouvement. Alors une start-up aussi, mais la différence avec une scale-up, c'est qu'on a les moyens d'accélérer. Oui, d'accroître et d'aller vite et d'aller chercher de nouveaux marchés. Tandis que la start-up, il faut au fur et à mesure que les marchés, que le chiffre d'affaires augmente ou que on commence à avoir le bon business model, ça s'accélère après, mais les premiers temps sont plus difficiles. Tandis que sur la scale-up, on a les moyens, il faut tout le temps repenser la plateforme pour pouvoir accepter un trafic plus haut, plus de clients, plus de commandes, plus de produits, plus d'offres. Que ça soit au côté business ou au côté tech, vous devez adapter votre organisation pour répondre, pour rester efficace. Et c'est ça le gros challenge d'une scale-up, c'est comment rester efficace et de pas perdre son agilité lorsqu'on croît. À quel moment ManoMano a vraiment décollé? Est-ce que c'est un tout petit peu avant votre arrivée ou est-ce que c'est après 2018? Il est vrai que le Covid a eu une accélération folle. Moi, quand je suis arrivé, il y avait une belle croissance de ManoMano. On avait une belle croissance. Mais le Covid, ça a été inespéré. Donc 2018-2019, croissance normale. Croissance normale, belle croissance. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient avoir une croissance normale comme celle-ci. De ManoMano. Ouais. Mais cette pandémie, on a doublé le chiffre d'affaires. Pourquoi? Du jour au lendemain, les clients ne pouvaient plus voyager, étaient coincés chez eux. La maison, c'est un produit refuge, en fait. Les économistes le disent toujours. Lorsqu'il y a une crise, les gens investissent dans leur maison. Parce que c'est la pierre, c'est le nid, c'est le cocon. C'est le cocon. Et les gens ont dit, on ne peut pas voyager, on est coincé chez nous, mais on va améliorer notre jardin, on va améliorer notre chez-soi. La petite anecdote, c'est qu'on a vendu, et il y avait même des ruptures nationales de piscines. Ah oui. Tout le monde achetait des piscines et parce que il a fait très beau. Il a fait très beau ce mois d'avril. Et donc on a vendu beaucoup de piscines à l'époque. Comme on est européen, on est dans 6 pays en fait. Hein. Lesquels? Italie, Espagne, Allemagne, UK, France et Belgique. Ce qui était intéressant, c'est que les lockdowns ne sont pas arrivés, le confinement ne sont pas arrivés en même temps. Donc on a eu des vagues successives. Ça a commencé avec l'Italie, après la France. L'Angleterre a bien performé parce que effectivement, à un moment, ils ont, à l'époque, en début d'année, ils ont complètement fermé les magasins. Et donc c'est ce côté européen où on a pu gérer, en fait, même au niveau de la plateforme technique, les différents confinements et nous permettre de pouvoir gérer cette charge de trafic. Alors comment ça s'est passé justement la gestion de cette charge de trafic? Donc si on prend la pandémie et vraiment début de l'année 2020, là vous avez beaucoup plus de trafic tout d'un coup sur votre site internet. Comment on gère ça, techniquement parlant? Ma première décision, c'était la migration sur le cloud. Ça a été ma première grosse décision. Pourquoi? Parce que j'avais fait l'audit de la plateforme et un des audits, un des points saillants qui ressortaient, c'est l'impossibilité de scaler sur notre hébergeur précédent. Ok. Donc, qui était un autre hébergeur. C'était pas du cloud. Pas vous qui hébergiez, non, tout cas, qui avait les serveurs, etc. En fait, on avait des serveurs à nous chez un hébergeur. Ok. Donc c'était pas du cloud. C'était pas du cloud, ouais, exactement. Donc là, quand c'est pas du cloud, on peut pas croître aussi facilement, on peut pas scaler aussi facilement que sur le cloud. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite au bout d'un moment. Non, c'est tout simplement, c'est logistique. Il faut acheter des serveurs à chaque fois que vous voulez scaler. Tandis que sur le cloud, il suffit d'appuyer sur un bouton, on dit, je veux 3, 4, 5 instances et automatiquement ça scale. Ok. Donc ça c'est hyper important parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé... Vous êtes tourné vers qui pour les serveurs alors? Enfin pour le cloud, pardon. Pour le cloud, alors moi quand je suis arrivé, on avait fait une petite étude et on avait des équipes qui étaient beaucoup plus habituées à AWS. Donc on est parti sur AWS, on a décidé de migrer sur AWS. On avait déjà une petite partie sur AWS sur la partie data et on s'est dit on va continuer, on va mettre notre site, notre plateforme sur AWS. Ça s'est bien passé? Oui, alors comme tout projet, il y a toujours des aléas, mais en général ça s'est bien passé. Oui, on était très contents parce que moi, je suis arrivé en octobre chez ManoMano, le temps de regarder un peu ce qui se passait. En plus, on avait du recrutement, etc. On était en train d'organiser les équipes.
On a commencé notre migration effective en février. En février, on avait dit, bon, ok... 2020. Non, 2019. 2019. 2019. Donc, un an avant la pandémie. Un an exactement avant la pandémie. Et on s'était dit, non, il faut qu'on migre avant le Black Friday parce qu'on ne va pas racheter des serveurs pour le Black Friday, etc. etc. Black Friday, c'est fin novembre. Ouais. On se met un mois pour fine-tuner pendant un mois la plateforme sur AWS. Donc, on migre fin octobre. Et bien, c'est ce qui s'est passé. On a migré exactement le 21 octobre 2019 sur AWS. Ça met combien de temps du coup cette migration? Ça met 6 mois quelque part. Le temps vraiment techniquement parlant de réussir parce que quand vous migrez, on ne parle pas que de la plateforme. Le gros sujet, c'est la base de données. C'est comment vous migrez sans avoir une interruption de service. Après, la deuxième chose qu'on a fait, qui est important, c'est que quand vous migrez tout un environnement, il faut aussi migrer les environnements de build. Ce qu'on appelle les environnements c'est pas les environnements de production, c'est les environnements d'avant. C'est parce que si à un moment, vous n'avez pas ces environnements-là, vous ne pouvez pas délivrer la nouvelle feature. Donc, il faut migrer tout. Quand les gens utilisent le site, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Il y a la partie immergée de l'iceberg qui est aussi importante. Front-end, back-end. Front-end, back-end, tous les serveurs, les environnements de pré-prod, tous les outils de build, etc., etc. Et donc ça, il a fallu le faire. Et le dernier point important, c'est tout ce qui est... On a fait un lift and shift, c'est-à-dire qu'on a pris la plateforme, on l'a mis sur le cloud. On n'a pas fait beaucoup d'optimisation. Ce n'était pas le but parce que quand on commence à replatformer une plateforme pour le mettre sur le cloud, ça c'est des projets à 2-3 ans et on n'avait pas le temps. Moi j'avais cette contrainte forte d'hébergeurs qui ne pouvaient pas scaler. Et donc là on a fait lift and shift et on a juste travaillé la partie scripting, c'est rendre le système auto-scalable et de pouvoir scaler facilement pour accepter des charges de trafic importantes. Alors justement, là, on parle de scale-up et de scaler. Une fois que vous êtes passé sur AWS et sur le cloud, c'est à ce moment-là, évidemment, que tout prend un petit peu de croissance. Comment on gère les équipes tech? Parce qu'il doit y avoir de l'embauche aussi à ce moment-là. Si on parle d'une entreprise en elle-même, elle doit embaucher des gens, les intégrer, etc. Parce que ça, c'est compliqué. Déjà, pour embaucher les gens, il faut les attirer. Il faut leur présenter un vrai projet. Et quand vous embauchez des personnes qui aiment la tech, et nous on a besoin de gens qui veulent faire, des doueurs, qui sont ingénieux, qui veulent construire quelque chose, et ben faut les faire rêver avec notre plateforme technique. Et donc c'est par rapport au choix technologique qu'on utilise. C'est le fait d'être sur le cloud. Ça les intéresse parce qu'ils veulent être assez autonomes pour créer. Ils veulent pas avoir des difficultés pour avoir un serveur, pour avoir des instances en plus, etc. Est-ce que d'ailleurs de migrer vers le cloud, ça nécessite des recrutements, plus de recrutement tout d'un coup, parce qu'il faut plus d'équipes pour s'occuper de ça? Il est vrai que ne jamais... plusieurs fois on dit on va aller sur le cloud, on aura besoin de moins de personnes. Parce que les serveurs sont complètement gérés par les opérateurs, et nous, non. Et ça, c'est faux. Oui, il faut du monde, parce que le cloud apporte une autre valeur. Le cloud apporte de la valeur ajoutée, c'est-à-dire scaler vite, utiliser des fonctionnalités sur étagère, et ça, oui, on a besoin de gens beaucoup plus sur la partie SRE, sur la partie DRE, sur la partie, bien sûr, des développeurs, des DevOps, qui comprennent à la fois qui savent développer, mais aussi qui savent gérer des instances sur AWS. Là, on a recruté notre dernier recrutement qui est vraiment lié au cloud, c'est un FinOps. C'est quelqu'un en fait qui travaille à optimiser les coûts sur le cloud. Et donc ça n'existait pas avant. C'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier, FinOps. Et pareil, on a sur la partie data des MLOps, des gens qui travaillent, qui font toute la partie opération, de la partie machine learning, etc. etc. Donc on a, oui, le cloud, ça apporte tellement de nouvelles fonctionnalités que oui, il faut embaucher des gens pour les mettre en pratique, les utiliser et créer de la valeur pour nos clients. Parce que le but de tout ça, toute la tech qu'on développe chez ManoMano, c'est créer de l'impact pour nos clients. Et quand je dis clients, c'est nos clients, ceux qui achètent et ceux qui vendent, nos sellers. Ça, c'est vraiment important. Scaler, effectivement, gérer ces recrutements, gérer cette nouvelle main-d'œuvre, c'est aussi l'envers du décor d'une entreprise en pleine croissance. Comment on gère justement, comment on manage ces gens, surtout dans une période d'incertitude? On l'a vu ces dernières années, depuis 2020,
Vous avez dû embaucher des équipes et en même temps mettre en place du distanciel, moins se voir. Comment ça s'est passé? Alors, on a, vous savez, dans les valeurs de Mano Mano, bien sûr, il y a nos 3 grosses valeurs qui sont ingéniosité, audace, ça, on les a eues. Et il y a une dernière valeur qui est très importante et qui est vraiment ancrée chez Mano Mano, c'est la bienveillance. C'est comment on arrive à trouver un équilibre au sein de Mano Mano, à la fois pour grandir, mais aussi de façon personnelle, et trouver un lien et garder ce lien avec Mano Mano. Donc je me rappelle à la mi-mars, quand on a décidé quand il y a eu le confinement, il a fallu mettre tout le monde en remote. Le premier confinement, oui. Le premier confinement. En 24 heures, on a mis toute la société en remote. Heureusement, pareil. Ça fait combien de personnes, ça? 650 ou 650 personnes. Ouais. Et pareil, tout le monde à la maison. Pareil, je ne sais pas si c'est le côté, c'est le rôle d'un CTO, mais ce côté prévoir l'imprévisible. On avait modifié tout notre système de connexion. On avait doublé nos systèmes de connexion pour pouvoir se connecter aux machines, juste avant, je crois 2 mois avant. Et on avait équipé toutes les équipes avec un outil de vidéoconférence performante pour pouvoir les utiliser au moment de la crise. Et donc, le hasard a fait qu'on était prêt. Donc, tout le monde était équipé en laptop, donc en ordinateur portable, et tout le monde était chez eux pour travailler. Maintenant, on avait une autre problématique. Techniquement, tout fonctionnait. Maintenant, c'était comment on garde ce lien avec nos employés. Comment on garde ce lien presque affectif. Hein, je vais presque un peu loin, mais il y a ça. Essayer de créer de l'humanité dans cette distance. Donc on faisait des cafés meetings tous les matins. C'est-à-dire qu'on prenait des nouvelles, on organisait des cafés, on ouvrait une salle de vidéoconf et puis les gens se connectaient. Et l'objectif, c'est pas de parler de travail. C'est vraiment de parler comment ça va, comment ça se passe, etc. Parce que le confinement, c'est pas anodin. Alors, il y en avait qui étaient bien installés, d'autres qui étaient moins bien installés dans des petits appartements, etc. Donc, c'était un peu leur donner un peu de... parler autre chose que du travail, parce que toute la journée au travail, donc voilà, d'avoir un lien social. Donc, et puis beaucoup de nouveaux collaborateurs, j'imagine, même à l'époque, qui n'ont jamais rencontré leurs équipes physiquement. Exactement. Ouais. Et aussi, on n'a pas arrêté de recruter. Et déjà, on avait ceux qui arrivaient, qui étaient prévus pour le mois d'avril, fin mars et mois d'avril. Donc, il a fallu les accueillir, les onboarder. Donc, il y a un petit... ce que fait très bien l'équipe People, on leur envoie chez eux un cadeau de bienvenue. Donc, tout le pack d'onboarding est arrivé chez eux, etc. Ça crée le lien avec l'employé et avec les équipes. Et donc, ça favorise l'onboarding. Et il y a un onboarding tous les lundis matins avec tous les nouveaux où on présente la société, etc. etc. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, on n'a pas repris le présentiel chez Mano Mano. On autorise à certaines personnes de venir, mais pour l'instant, j'espère que dans les prochaines semaines, ça va s'ouvrir avec le déconfinement. Après, nous, au niveau de la tech, on essayait quand même de garder le lien aussi au niveau des stand-up. On fait chaque semaine, en fait, on a une particularité chez Mano Mano, c'est que chaque jeudi après-midi, il y a ce qu'on appelle le weekly stand-up meeting. C'est toute la tech est présente et on parle Combien de personnes ? Là, au dernier, on était à peu près 250. Donc, chaque semaine, il y a 250 personnes qui se connectent sur notre meeting pour échanger sur différents sujets tech. Quand je dis tech, c'est tech et produits. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a un agenda. Et... Alors, très, très clairement, vous passez par quelle application, par exemple, quand vous vous connectez à 250 ? Tout ça va être cacophonique, j'imagine. Non. Alors, c'est Zoom, Teams ? On utilise Zoom. Effectivement, on utilise Zoom. Et vous faites des sous-groupes, alors, c'est ça ? Non, en fait, le stand-up meeting, c'est quelqu'un présente un sujet. Ça dure une demi-heure, entre une demi-heure et 45 minutes. Chacun présente un sujet de 5-10 minutes. C'est-à-dire, on met du rythme, mais comme ça, au moins, l'équipe tech est au courant de ce qui se passe. On a instauré les jeudis après-midi quelque chose d'important, c'est les craft noon.
Les Crafternoon, c'est tous les jeudis après-midi, les équipes tech travaillent sur des sujets à leur choix. C'est-à-dire, il y a des thèmes sur les tests unitaires, sur du langage, sur du DevOps, sur de la sécurité. On fait pas mal de formations sur la sécurité, etc. Et les équipes travaillent dessus. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés de leur quotidien et de leur delivery, parce que notre idée, c'est que les gens qui sont chez ManoMano continuent à apprendre. La tech, on ne peut pas s'arrêter d'apprendre quand on travaille à la tech. C'est pas possible. Donc, on laisse ce temps aux équipes pour qu'ils continuent à apprendre, à partager aussi. Et parmi vos méthodes, si je me suis bien renseigné, il y en a une qui est un peu d'attaquer la plateforme. Je crois que vous faites ce genre de choses, un peu, vous malmenez cette plateforme, le site de ManoMano, etc., en permanence, comme un combat de boxe. Tout à fait. C'est un peu ça l'idée. Pourquoi faire? C'est vraiment pour la cracher, essayer de voir si elle tient le coup. Et effectivement, c'est notre côté un peu audacieux. On se dit, est-ce qu'elle est résiliente? Un seul moyen pour voir si elle est résiliente, c'est essayer de l'attaquer. C'est de mettre des bugs, d'ingérer des bugs, etc. Et de voir, et vous allez voir, et on va voir si elle est résiliente. Il y a deux choses. Est-ce qu'elle est résiliente et est-ce que les équipes sont capables de réparer si c'est cassé? Ça, c'est le deuxième point important. Parce que on n'est jamais à l'abri d'une plateforme qui tombe, et même les plus grands ont eu ce problème-là. Mais le sujet, c'est, OK, j'ai la plateforme qui tombe pour différents problèmes. Est-ce que j'ai une équipe qui a une connaissance dans la résolution d'incidents pour pouvoir remettre la plateforme en marche? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait il y a quelques mois. On a fait un game day, c'était toute la journée avec des équipes, différentes équipes, sous forme d'un concours-jeu, où il y avait des gens qui mettaient des bugs, et il y avait une autre équipe leur but c'était de les trouver et de les résoudre. Ok. Et donc ce qu'on appelle, il y a une équipe dont l'objectif est de casser la plateforme. En gros, on leur dit ça. Exactement. Ils arrivent toujours à... Non, mais c'est important. C'est ce qu'on appelle du chaos engineering. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaye de créer le chaos pour voir comment on se comporte. Et ça, c'est hyper important. Là, on en a fait un il y a quelques mois et on refait, parce que là, on est en train de mettre en place notre deuxième site pour gérer deux sites. S'il y en a un qui tombe, l'autre reprend la main. Et on refait un chaos engineering encore plus massif à la fin du mois de juin pour tester. C'est là où on a vu que ManoMano a pris à scaler au niveau des équipes. Il y a 2 ans, ça c'était pas possible. Maintenant, on est plus serein avec notre plateforme. Il y a encore des choses à faire. Hein. Je n'ai pas dit que de toute façon ça sera jamais fini, mais on commence à être plus serein et c'est des rituels c'est des rituels qui vont être de plus en plus fréquents. Quelles sont les premières difficultés quand une start-up comme ManoMano, qui n'est plus du tout, devient scale-up, en tout cas du côté technique? C'est quoi la première difficulté pour vous quand vous êtes rentré en 2018 chez ManoMano? Moi, je généraliserais sur est-ce que la tech peut répondre au business? Et là, tu as 3 gros axes. Voilà. 1, est-ce que la plateforme peut répondre au business? La plateforme technique, est-ce qu'elle peut scaler? C'est la première approche qu'on a eue. Allons sur le cloud, on va pouvoir scaler. Ok. Pas à l'infini parce qu'on va avoir des bottlenecks applicatifs, mais est-ce qu'on peut scaler? Deuxième sujet, est-ce que l'architecture de la plateforme nous permet de scaler en termes de nouvelles fonctionnalités? Parce que quand on suit le business, c'est pas que les clients, c'est aussi quel nouveau service, quelle nouvelle fonctionnalité on peut proposer à notre client. Et si vous mettez beaucoup de temps à développer des nouvelles fonctionnalités, vous n'êtes pas aligné avec le business. La crise du Covid nous a permis de travailler cette accélération. Ça nous a obligés à travailler cette accélération. On a lancé une app en octobre pour les artisans. On vient de lancer l'app B2C pour nos clients qui est sortie. On travaille sur un site web qui est beaucoup plus rapide. Et le troisième point, c'est comment je scale au niveau orga. Moi, je suis arrivé chez ManoMano, c'était 120 personnes à peu près. En 2018. En 2018 à la tech. Avec des équipes, un mix entre des sociétés de services et des internes. À la fin de 2020, on était 250. Côté tech. Hein. Côté tech, hein, oui. Évidemment, dans l'entreprise en régional, c'était beaucoup plus. Oui, je parle que de la partie. Ouais. Et à la fin de cette année, on va être 450. Donc en 2021, 450. Simplement côté technique. Avec des équipes avant, quand je suis arrivé, qui étaient qu'à Paris. On a ouvert Bordeaux.
et Barcelone. Et on a une répartition entre ces trois villes. Il faut trouver un langage commun, donc c'est l'anglais. Donc il a fallu vraiment créer cette transformation. Et alors, qu'est-ce qui change entre ces deux modes, entre 100 personnes, 450 personnes? C'est-à-dire qu'on est plus loin, du coup, on ne peut pas toucher les gens, j'imagine. On essaie de créer des rituels pour que les gens se parlent. C'est pas oui, facile. parce que c'est ça le principal problème, en fait. Tout à fait. Après, un problème qu'on a, c'est à 450, c'est l'alignement sur les objectifs, sur les mêmes objectifs. Parce que vous avez... Mano, c'est vraiment au niveau fonctionnel à mettre en place, c'est vraiment très large. Vous avez la partie, ce qu'on appelle seller, c'est tout l'onboarding des sellers. La partie donc marketing. De ceux qui viennent vendre leurs produits sur le site. Exactement. Ouais. Les marchands. Voilà, les marchands. La partie site et application. Et après, ce qu'on appelle la partie logistique, customer care, service client. Quand vous appelez, quand vous avez un problème, vous appelez. Et la partie finance. La partie finance, quand vous avez une société qui fait 1,2 milliard de volume d'affaires, oui, de volume d'affaires, il faut gérer toutes ces transactions, etc. Donc vous avez un large, on part du marchand jusqu'au client et en passant par la logistique, etc. Et donc ça, il faut quand même aligner, donner une vision à la fois tech et au niveau de la société pour pouvoir aligner tout le monde. Et c'est ça qu'il faut travailler. Qu'est-ce que c'est qu'être CTO dans une boîte qui va vite? Parce que déjà, c'est un rôle qui, j'imagine, évolue en permanence. Mais aujourd'hui, c'est quoi être CTO dans une boîte qui va si vite? Je suis assez un fervent supporter de... on est obligé d'avoir des CTO qui ont une vision business. Et je le vois avec les fondateurs. Les fondateurs, ça c'est un conseil que je donne. C'est eux qui donnent la vision business. Hein. C'est eux qui donnent la vision business. Alors, on les aide, on les alimente. Oui, par rapport aux clients, aux data, etc. Exactement. Mais on ne peut pas... et je pense que ce soit en start-up ou en scale-up, un CTO doit avoir une vision business. D'avoir qu'est-ce qu'apporte au client, comment il faut le faire pour créer de la valeur. Et c'est ce qu'on aime bien chez Mano, c'est... Moi, j'aime bien avoir et je pousse à ça, des équipes tech qui réfléchissent business aussi. Donc le CTO, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comment je crée une fonctionnalité qui va fluidifier quelque chose ou améliorer, qui va être un peu dans l'ergonomie. Tout à fait. Par rapport au client. Il faut toujours avoir cet équilibre, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est clé. Parce que vous pouvez avoir, je dis toujours à mes équipes, vous pouvez avoir la plus belle plateforme, parce que parfois vous arrivez avec des gens qui sont très puristes, mais à un moment, il faut savoir, on va tellement vite que l'architecture d'aujourd'hui, dans 3 ans, il va falloir la casser, faire différemment, etc. Donc il faut se préparer à avoir plutôt une architecture qui s'adapte, une plateforme qui s'adapte. On n'aura pas on ne peut pas être puriste. Dans une scale-up, on ne peut pas être puriste parce que ça c'est pas possible, parce que si vous êtes puriste, vous oubliez parfois le business. Et donc c'est pour ça que moi je dis, il faut toujours, mon rôle c'est, je suis sur un fil, toujours en équilibre entre à la fois la partie tech, qu'est-ce qu'on fait pour croître et qu'on soit pas bloqué, parce que j'ai connu des boîtes et des connaissances qui avaient des problèmes avec leur dette technique qui était trop forte. Donc il faut à la fois gérer une dette technique, mais aussi voir ce qui se passe au niveau business pour pouvoir aligner à la fois la tech et le business. Donc toujours rester agile, quoi, en fait. Exactement. Toujours s'adapter, être prêt à pivoter. En fait. Mais c'est là l'importance de pour moi, la richesse de travailler dans une boîte comme Mano, c'est ce côté agilité, toujours penser, être audacieux. On retrouve toujours les mêmes valeurs de Mano, c'est audacieux et ingéniosité. C'est-à-dire comment à la fois on gère cet équilibre. Merci beaucoup Stéphane Priolet d'être venu dans nos studios de Madines pour cette interview. Merci Antoine. À bientôt.